Merci d'abord pour cette invitation. Merci à Emmanuel et à Stéphane. C'est un plaisir de vous parler de ce livre qui arrive. Hop, ça y est, la présentation. Ah, lancez la présentation, s'il vous plaît. Oui. Donc, ce livre Luxe Renaissance qui vient de sortir depuis un mois. Et puis, bonne nouvelle, ça y est, on est en rupture de stock. On est en signature à 11 heures. Il n'y a plus que 40 exemplaires. Donc, c'est le bon signe ici. Voilà, donc le sujet, c'est absolument pas moi. J'ai beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. On est dans un moment fondamental pour le luxe, un moment de vérité ici. Et ce livre a une particularité, c'est qu'il a été écrit par toutes les familles du luxe. Parce que nous sommes dans un moment de vérité, et c'est intéressant, parce que le moment de vérité que vit le luxe, c'est aussi un moment de vérité par rapport à l'IA. Et donc voilà, ce moment de vérité qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne vais pas l'exposer. La première partie du livre montre que l'obsession de la désirabilité a amené une décadence de la désirabilité, le chiffre pour le chiffre. Je pense au fameux MIV Launch Matrix, ces millions de vues, ces influenceurs, tout ça n'ont pas généré, hélas, des ventes en boutique. Et du coup, le luxe est devenu jupitérien par rapport à cette obsession de la désirabilité. Donc, certes, vous le connaissez, ces 70 millions de clients perdus, cette idée de luxe jupitérien qui est là. Et pour nous, cette désirabilité décadence, elle est exprimée par cette idée très simple, c'est ce détournement de la voix du client. Quand vous êtes Jupiter, vous n'écoutez pas le client. Et on voit ce chiffre très intéressant d'Accenture, 83% des décideurs du luxe pensent que le client va plus vite que la maison. Alors, l'IA va encore plus vite ici. Et ce qui est intéressant, c'est que cette obsession de la désirabilité, elle ne touche absolument pas un élément fondamental qui est le GEO, qui vous obsède tous dans la salle. Et cette idée toute simple, c'est que le GEO, c'est la nouvelle vitrine du luxe, ni plus ni moins. C'est dans le prompt que tout se joue. Or, les critères fondamentaux de désirabilité, qui est un peu même carrément de la verticalité, sont inaudibles par rapport au pragmatisme du GEO. Et le GEO, justement, affadit la différence ici, fait ce que déteste le luxe, la comparaison ici. Et puis, donc, la présentation que je vais vous faire ici, c'est ce pacte faustien. Un pacte faustien entre le luxe et l'IA. L'idée est d'être plus pro-luxe que pro-IA dans cette présentation, clairement, et de voir les choses telles qu'elles sont, ni positif ni négatif dans cette réalité. Le côté positif, ça c'est le côté angélique. Ici, justement, il y a un problème de résonance, on va en parler avec Ipsos. Il y a un problème d'écoute client. Qu'est-ce qu'apporte l'IA? Ça, c'est le côté vraiment positif. C'est bien sûr la découverte, la curiosité, cette nouvelle visibilité indispensable, cette résonance et de la vente. Ça, c'est le côté vraiment positif. De toute façon, si vous n'êtes pas dans l'IA, vous êtes devenu invisible ici. Le côté négatif, et il y en a, c'est le côté sardonique, entre guillemets. Eh bien, tout simplement, c'est le rapport au temps. En effet, cette idée qu'un prompt en 3 secondes fait des merveilles, ce rapport au temps compressé, aujourd'hui, le luxe dans cette crise, c'est un sac en 1 heure, 2 heures, ça peut amener cette accélération. Justement, ce problème que aussi créativement, on est face à une technologie mimétique et aussi cette idée que de souveraineté client. Qui a la souveraineté? Qui a la relation client? C'est la question des agents. Donc l'idée ici, c'est aussi de voir socialement qu'il y a une montée anti-IA et sur la cible qui vous fait tous fantasmer, plus ou moins la génération Z. Ce mouvement anti-IA est symbolisé par cette montée en puissance du Z-socialisme qui est très fort à New York, qui est en LFI aussi en France, partout, j'ai envie de dire en Occident. Et ce Z-socialisme, qui est un socialisme qui n'est pas collectif, mais tout pour ma gueule, entre guillemets, eh bien, il met clairement un ennemi, et cet ennemi, c'est l'IA, puisque l'IA est le symbole d'un grand remplacement en termes d'emploi. Donc ce contexte social, il faut forcément l'intégrer ici. Et puis, quand je vous parle de souveraineté client, regardez The RealReal à travers cette application Dressing. Qu'est-ce que fait RealReal? Vous prenez en photo votre dressing et il vous dit en temps réel quels sont le cours de votre sac Dior, de votre robe Vuitton et autres. Donc là, on est vraiment dans un rapport qui est assez effrayant. Qui a la relation en main? Alors nous, dans le livre, en fait, on vous propose cette idée, et on va la développer avec Franck, d'un luxe insoumis à l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ne pas travailler avec l'IA, mais l'idée du luxe supra-IA, c'est d'essayer
d'être plus malin que l'IA. Donc malin dans le sens premier du terme, pas plus intelligent, plus malin. Déjà, donc, il y a cette idée, on va creuser avec Franck d'insoumission. Ça veut dire quoi cette insoumission? Mais aussi, il y a une opportunité formidable. Quand on écoute les décideurs du luxe, eh bien, vous avez une opportunité sociétale qui est absolument intéressante. Vous avez vu ce mouvement anti-IA, la Gen Z, lié à l'emploi. Bah, le luxe dit clairement, nous n'allons pas remplacer l'ouvrier, le cadre par de l'IA. Donc l'humain first. Et ça, dans un contexte social complexe par rapport au luxe, c'est un atout. Nous n'allons pas faire des plans de licenciement comme on en voit tous les jours ici. Ça, c'est une opportunité. La deuxième possibilité, c'est aussi d'imaginer un luxe où il y a 0% d'IA. Trop d'IA, de l'IA ici, on peut avoir un luxe qui est complètement à part. Mais nous allons jouer l'équilibre. Et ce que je vous propose, c'est ce modèle en 4 parties, ici, pour être plus malin que l'IA. C'est luxe supra-IA avec cette obsession de la singularité. Et on va en creuser uniquement 3, parce qu'il y a très peu de temps. La première, qui me touche particulièrement, et Stéphane le disait par rapport à l'art du prompt, c'est la souveraineté sémantique. Le mot sémantique est devenu extrêmement désirable alors qu'il était oublié. Ça veut dire que la souveraineté sémantique, c'est développer votre forteresse sémantique. Oser des mots complexes, des mots sophistiqués, des mots qui n'appartiennent qu'à vous, avec un vocabulaire puissant. C'est ça le luxe. Quelque part, avant l'IA, on avait peur des mots trop complexes. Les LLM adorent cette sophistication. Donc, développez votre propre vocabulaire. Je prends un exemple, ça peut être un mot complexe ou autre. Et bien, dans Chanel, aujourd'hui, le mot joie est rattaché à Chanel, parce qu'il y a un travail de fond, créativement, mais aussi en communication. Et très intéressant, les 2 marques les plus performantes que nous avons mesurées, c'était Miu Miu et Hermès, qui ont une puissance sémantique redoutable. Deuxième point, très intéressant, la contre-culture, curation. Ça veut dire quoi la contre-culture curation? Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui que les algorithmes peuvent, ou les réseaux sociaux, peuvent nous rendre idiots. Pourquoi? À travers une communication en mode conserve. Eh bien, l'idée du luxe, c'est d'aller au-delà de ces références et de développer un vrai programme contre-culturel, avec non pas que des influenceurs, mais des experts, des scientifiques, des chercheurs, des artistes, révéler ces talents. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce travail contre-culturel a un impact business. C'est votre référencement géo. Justement, le géo adore l'expert et fuit l'influence. Une révolution d'influence est en passe. Donc, vous voyez, le contre-culturel est redoutable. L'un des premiers à l'avoir pensé, c'est Cyril Vigneron qui a annoncé déjà justement cette mission. Et puis, pour terminer, ici, c'est le cœur vraiment du livre, c'est le luxe transformatif. De luxe de l'être à luxe de l'avoir, et ben ça c'est le luxe de l'être. Le luxe transformatif, c'est quoi? C'est la promesse de changer votre vie ici. Changer, ça veut dire quoi? Transformare, ça veut dire changer d'état, sculpter. Oui, aujourd'hui, le nouveau luxe, c'est lié à l'être, lié à la longévité. Bref, on pourra en parler pendant 2 heures ici. Mais pour changer vraiment de vie, eh bien, vous avez besoin forcément d'une plateforme à votre écoute. Ce n'est pas un majordome, c'est ce coach. Et aujourd'hui, le luxe transformatif, qui est si désirable ici, ou qui vous promet une vie pratiquement éternelle ici, eh bien, cette transformation, ce n'est pas d'un one-shot, c'est une longue vie. Et cette longue vie a besoin d'un compagnon, et l'IA peut l'apporter. Voilà, c'était très rapidement sur le luxe supra-IA, mais j'attaque tout de suite la première interview. Franck, vous êtes une grande inspiration. On l'a vu, hein. Vous êtes cité 2 fois en introduction. Mais Emmanuel, je vais lui demander des royalties. Hein. Quiet Tech 2 fois, donc voilà, il y a au moins 20 tokens à la fin de la séance. On va parler en token maintenant. Et merci pour cette brillante slide sur Aura, parce que c'est quelque chose de très important. Et comment redonner de l'importance aux produits de luxe et assurer la garantie de l'unicité, de l'authenticité, c'est très important. Donc merci. Donc le luxe supra-IA, plus malin que l'IA, vous avez apporté une première réponse. Vous êtes le premier chapitre du livre ici. Et là c'était en plein Tech for Retail, vous avez sorti une punchline comme à chaque année. Luxe insoumis à l'IA. Ça veut dire quoi, Franck?
En fait, vous avez commencé enfin Eric, merci, puis vous avez commencé à le toucher du doigt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de toute façon, on est en train d'assister, et vous l'avez montré en introduction, il y a une révolution absolument incroyable qui est en train d'arriver. C'est complètement, en fait, on vit dans un monde qui est totalement fou, qui est totalement, enfin, qui est difficilement prédictible, puisque ça change maintenant. On parle même plus de tous les 6 mois, ça change tous les jours, ça change à la demi-journée. Les grandes déclarations des grands players de la tech se succèdent, et voilà. Donc on est face à un tsunami. Et on voit effectivement cette puissance des technologies qui arrivent, notamment d'intelligence artificielle générative et d'agentic. Et donc, en fait, c'est quoi Insoumis? C'est pas refuser, au contraire, ce qui est en train d'arriver, mais c'est surtout se l'approprier et le mettre au service de notre histoire, le mettre au service de nos valeurs et le mettre au service de notre vision stratégique. Et c'est ça qu'on veut dire par insoumission à l'IA. C'est-à-dire qu'on voit quand même aujourd'hui des milliards d'investissements qui sont en train de se faire en tech. On voit une tech qui est extrêmement dominatrice et d'ailleurs qui est très focalisée, parce qu'on n'a pas le temps, mais on voit bien qu'il y a quand même une tech très dominante qui vient des États-Unis, avec une tech aussi particulièrement dominante à l'opposé qui vient de la Chine, et une Europe qui est un peu en souffrance et qui pourrait avoir tendance à standardiser des méthodes de fonctionnement, qui pourrait avoir tendance à standardiser des façons de faire. Et donc ce qui est très important, notamment pour des maisons de luxe, et on va pouvoir en parler, c'est d'échapper à ça, de garder le contrôle, de remettre ça au service de nos traditions, de nos valeurs, et donc quelque part de dicter nos codes et de ne pas être sous un dictat qui serait imposé par ces grands modèles et ces grandes industries technologiques qui arrivent. Et à la limite, je m'occupe de la tech, donc c'est encore plus facile pour moi d'en parler. Donc c'est ça en fait l'insoumission. Et donc c'est de se dire, notamment chez LVMH, c'est pas d'aujourd'hui, et vous l'avez d'ailleurs mentionné dans l'introduction, ça fait à peu près 5 ou 10 ans, enfin 5 ou 6 ans qu'on fait de l'IA à grande échelle. On a commencé par de l'IA traditionnelle parce que ça offre de nombreux avantages, notamment dans l'industrie du luxe, qui est une industrie qui est très compliquée. Vous le savez, il y a des gens qui sont dans la salle qui sont dans le luxe. Ce sont des industries intégrées, ce sont des industries de savoir-faire, ce sont des industries effectivement où l'importance de la relation client et de l'échange avec le client est extrêmement important, et encore plus important, notamment après, on va dire un peu cette ère post-digital qu'on a connu avec sa période de gloire et son apogée, notamment au moment du Covid. Et donc, c'est très important aujourd'hui de s'approprier ces technologies pour rester très efficace. Donc, ça fait 5 ans qu'on fait de l'IA pour avoir une meilleure segmentation client. Ça fait 5 ans, voire même 7 ans qu'on fait de l'IA pour améliorer la spécificité du luxe, notamment en matière de prévision commerciale, en matière de prévision de la demande, en matière de prévision de la distribution, parce qu'on n'a pas vocation à vendre tous les produits au même moment. On n'a pas vocation à vendre tous les produits at scale, et on a aussi des supply chains qui sont très complexes. Donc ça fait longtemps qu'on a embrassé ça. Et par ailleurs, on voit effectivement l'agentic AI qui arrive. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est de se dire, en tout cas pour LVMH et pour nos maisons, c'est bien entendu d'accélérer sur ces outils-là, de se les approprier, parce qu'il y a un certain nombre de points, de sujets qui ont d'ailleurs été aussi évoqués par Emmanuel dans sa présentation, qui sont des opportunités, mais surtout effectivement de le faire au service de nos valeurs. Donc au service de nos valeurs dans l'industrie du luxe, on y croit fortement. On veut garder la primauté de nos designers, on veut garder la primauté de nos créatifs, même si ça ne nous empêche pas de leur donner quelques outils qui vont pouvoir les aider à finalement à imaginer un certain nombre de choses, imaginer des formes, imaginer des couleurs, imaginer des déclinaisons, mais ils vont garder cet acte final sur la création, surtout augmenter, ne pas remplacer tout ce qui fait la spécificité de notre industrie, et quelque part finalement, si on peut dire, de continuer à maintenir une forme d'imperfection humaine, parce qu'à la fin, le luxe, c'est peut-être aussi une forme d'imperfection, imperfection sophistiquée, de ne pas remplacer nos artisans, de ne pas remplacer nos maroquiniers, de ne pas remplacer nos bottiers, de ne pas remplacer nos joailliers. Voilà. Et surtout quand on va toucher effectivement à ce qui est le plus important à la fin, l'échange avec nos clients, je pense aujourd'hui, c'est de remettre effectivement le vendeur au centre de tout ça, qui est une personne très importante. Voilà, de remettre le vendeur au cœur de l'échange avec nos clients dans nos fantastiques magasins, et de faire en sorte que ce vendeur ou ce conseiller de vente, il puisse être augmenté parce qu'il y a une vraie capacité à retrouver des informations, à retrouver de l'efficacité pour le vendeur, mais qui mette ça au service d'une relation encore plus performante avec le client. Et c'est vrai que ce qu'on attend, et vous l'avez mentionné en introduction, ce qui fait la différence aujourd'hui dans l'industrie du luxe, ce sont des produits
absolument fantastique, avec une parfaite qualité, avec des matières nobles sur lesquelles on va de plus en plus garantir l'origine et la traçabilité parce que nos clients sont très sensibles à ça, qui vont effectivement être le résultat d'un travail important qui ajoute de la valeur à ces produits. Et par ailleurs, ce qu'on apprécie quand on va dans un magasin de luxe ou dans l'industrie du luxe, c'est d'être reçu de la façon la plus personnelle possible, la plus qualitative possible. Donc effectivement, on retrouve une opportunité avec toutes ces solutions, avec tous ces outils, d'avoir une forme de one-to-one à l'échelle. C'est quand même ce qu'on rêve et ce qu'on discute depuis des années dans toutes les industries et notamment dans l'industrie du luxe. Donc cette hyper-personnalisation, cette hyper, entre guillemets, précision de la capacité à interagir avec nos clients ou de lui faire des propositions de valeur, c'est ça qu'on veut faire. Et donc quelque part, c'est échapper finalement de mettre ça à notre propos, à notre service versus le subir. Alors, il y a eu un lieu incroyable. On a vu le luxe Supraia, on a vu même la bataille de luxe par rapport à l'IA. Pour moi, c'est Vivatech. Vivatech était passionnant. Vous parlez depuis 2 ans, même plus 3 ans, de Quiet Tech, qui est devenue la Quiet IA. Et c'est vrai que quand on allait dans le stand LVMH, on avait une expérience de Quiet IA. De l'autre côté, on avait un L'Oréal avec du Laudia, ou même le One Last Thing, c'était deal avec ChatGPT. Donc on est pratiquement, c'est pas Game of Thrones, c'est Game of GPT. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous sentez cette différence? Enfin, c'est quoi TIA, et vous sentez qu'il y a différentes voies et vos concurrents, partenaires ou autres, sont ailleurs? Non, mais vous avez raison. Et après, on a énormément de respect pour L'Oréal qui travaille super bien. Moi, j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal, j'ai fait 8 ans chez L'Oréal, ça a été extrêmement formateur. Donc, ils travaillent super bien, on les connaît bien et beaucoup de respect pour ça. Mais c'est vrai que vous avez raison, ce qu'on a voulu faire cette année, ça incarne véritablement le discours qu'on a. Qu'est-ce qu'on a voulu faire cette année à Vivatech? On a voulu montrer que l'industrie du luxe, c'est pas simplement un sujet, un point de valeur qui est la relation client, c'est toute une chaîne de valeur qui commence à la sélection des matières, au sourcing de plus en plus important, au processus industriel, à nos savoir-faire dans nos ateliers, d'accord, à toute la performance de la distribution et bien entendu à toute la performance de la relation client. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a illustré, d'ailleurs avec ce stand qui était un stand effectivement un peu fermé, voilà la capacité à adresser tous les points de la chaîne de valeur, parce que ce qui est important et ce qui est en train de se passer en ce moment, et c'est hyper important, je pense qu'il faut effectivement s'approprier toutes ces technologies, toute cette GenAI, cette agentique, au profit de tous les points de la chaîne de valeur. Il n'y a pas que l'expérience client, comment ça va effectivement augmenter, soutenir les processus d'approvisionnement, de sourcing, de production, de distribution. Donc ça, c'est effectivement très important. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a voulu illustrer? On a voulu illustrer le fait qu'effectivement, on utilisait de plus en plus ces technologies au service de nos savoir-faire. Donc vous avez vu effectivement Vuitton qui a une découpe de cuir qui est facilitée avec des algorithmes qui vont repérer des défauts sur la peau, qui vont permettre effectivement de mieux couper. Là, voilà, qui vont permettre de mieux couper. Mais in fine, c'est quand même le coupeur maroquinier qui va garder le doigt sur je décide de faire ça ou je décide de faire autre chose. Donc ça, c'est très important. Donc au service des savoir-faire. Et surtout, on a voulu aussi montrer en fait une démarche où on ne rentrait pas tout à fait normalement dans ce stand. On rentrait parce qu'on avait réservé. On rentrait parce qu'effectivement, on avait pris effectivement un créneau horaire. On était reçu par des agents d'accueil ou des conseillers effectivement de vente qui vous expliquaient tout le parcours. Donc, on a voulu montrer quelque chose d'intimiste, de sophistiqué, une expérience d'accueil, voilà, et comme ce qu'on essaie en fait de développer dans nos magasins. Donc, on a voulu en fait incarner l'ensemble de la chaîne de valeur, comment cette chaîne de valeur elle est soutenue par la technologie et de plus en plus l'IA et l'agentic AI, mais aussi dans cette espèce de fonctionnement qui est le nôtre, c'est-à-dire d'avoir l'accueil et le plus sophistiqué possible, une relation un petit peu intimiste où on va prendre le temps d'expliquer les choses. Et pour moi, juste une petite anecdote, le meilleur, enfin après, on a la chance incroyable de travailler chez LVMH ou dans d'autres maisons, on voit des personnages incroyables. Moi, j'ai passé 15 minutes avec Léon Marchand, qui est quand même voilà, un garçon absolument incroyable, et passer 15 minutes à lui expliquer ce qu'on fait et lui montrer effectivement aussi comment ça se met au service de nos valeurs avec quelqu'un qui écoute, comme la plupart des gens qui sont venus visiter stand, c'était absolument fantastique. Donc c'est un peu aussi, c'est ça le luxe, voilà, le temps, le rapport au temps. Et le fait du rendez-vous d'avoir un storytelling maîtrisé, d'expliquer. On a compris le luxe Supraia pour être
presque plus malin que l'IA en tout cas. Maintenant, on va comprendre, on va travailler comment être plus malin avec l'IA, pas plus que l'IA. Et en effet, je vais te donner, on va mettre la présentation Ipsos. Ce qui est intéressant, on a vu en diagnostic forcément très vite par rapport à cette décadence liée à cette obsession de désirabilité, qui aujourd'hui, il y a un problème d'écoute du client, il y a un problème de voix du client, et justement, il y a une recherche fondamentale qui est la résonance. Et on a travaillé ensemble un outil sur la résonance, amplifié par l'IA, que tu vas nous présenter en 5 minutes et 4 secondes. Merci Eric, bonjour à tous. Alors effectivement, bon, en 2 secondes, ce qu'on fait de plus en plus, et ce qu'on a fait depuis des années, c'était de mesurer l'image, la perception que les individus avaient des marques, et notamment du luxe, et des maisons. Et là, évidemment, de plus en plus, on va s'interroger à ce que les LLM pensent, c'est bien un grand mot, mais en tout cas, ce qu'ils retranscrivent comme image, comme point de perception des maisons, justement, et des images des maisons. Alors, GEO, souvent, c'est un peu misleading, parce qu'on a l'impression qu'on parle de visibilité, d'occupation de l'espace, de share of voice. Là, on va vraiment s'intéresser à quelle association en profondeur, quelle perception, et quelle dimension on va associer les marques. Alors, comme le disait Eric, on réfléchit depuis quelques moments déjà à faire évoluer nos mesures de l'equity et de l'image des marques. On s'intéresse davantage à des mesures de résonance, donc ce qui va rester dans le long terme, quand auparavant on était plus sur des données classiques de funnel ou de perception immédiate. Là, on va s'intéresser à ce que la marque vraiment a comme racine et ce qu'elle va pouvoir porter dans le temps, et on parle d'ici de 5-10 ans. Et ces dimensions, on les a appuyées et on y a pensé avec Eric sur différentes dimensions. Alors, quelle substance, quelle valeur la marque va s'associer. Donc, on parle d'éco-substance, d'éco-esthétique, quel univers la marque va créer, à la fois distinctif, tout ce qui est brand asset aussi, univers esthétique. L'éco-valeur, quelle valeur elle va donner, qu'elle va faire transmettre de ses produits iconiques par rapport au temps aussi. Et enfin, l'expérience, est-ce que une expérience en magasin me valorise, est-ce que je me sens revalorisé une fois que j'ai fait cet achat, voilà, sur l'expérience. Donc ces 4 dimensions, c'est celles qu'on a déjà installées dans plusieurs de nos mesures de marque avec certaines maisons. Et l'idée, donc on l'a déjà mise en place dans différents pays, on a pu la prouver, voir que c'était des drivers effectivement de résonance, cette substance, cette valeur et tout ça. Et l'idée maintenant, c'est de se dire comment on retranscrit, on fait en miroir cette perception qu'ont les consommateurs par rapport à ce que les LLM, eux, disent de la marque. Donc on a retranscrit toutes ces 4 dimensions, substance, esthétique, valeur, expérience, et on a essayé d'en mesurer sur les LLM. Alors on a 2 façons de le faire. La première, c'est de regarder sur chacune des dimensions comment les marques vont être citées, vont apparaître. Quelle est la capacité des différents LLM à restituer les maisons quand on va aborder ces sujets, soit de substance, d'esthétique, de valeur, d'expérience. La deuxième façon de le faire, c'est plus simplement de voir comment les LLM parlent, restituent les marques. Est-ce qu'elles vont spontanément associer les marques à certaines de ces dimensions qui sont des dimensions essentielles de la résonance. Alors l'idée, c'est de le faire bien et de commencer toujours par le consommateur. On pourrait analyser les choses sur les LLM de façon assez automatique, mais ce qu'on veut vraiment faire, nous, c'est comprendre déjà comment les consommateurs vont utiliser les LLM. Quel type de prompt, quel type de questions ils vont poser quand ils considèrent un achat d'un produit ou même qu'ils veulent avoir juste un peu plus d'infos sur une maison. Donc la première partie de l'approche, c'est vraiment d'identifier, de mesurer toutes ces questions que les consommateurs posent. Ensuite, c'est de les reprendre, ces questions, et de bombarder sur 10 000, 20 000, 50 000 prompts différents LLM, et de capturer toute l'info qui nous revient de ces LLM et de structurer cette information. Et c'est là qu'on va commencer à mesurer, voir les pourcentages d'associations aux différentes marques, et d'identifier aussi les sources. Donc en termes d'output, ça donne un peu ce type de choses. Alors ce qu'on aime bien faire, c'est évidemment de regarder ça en miroir des études qu'on fait de perception auprès des consommateurs. Donc là, par exemple, si on prend Ralph Lauren, c'était aux États-Unis, on voit que la marque, elle est très très installée sur un univers esthétique qui lui est très propre, avec des brand assets qui sont vraiment singuliers. Il y a un univers qui lui appartient. Et sur l'univers GEO, forcément, on a moins de restitution de ces assets-là. En revanche, là où le GEO va être un peu plus précis, c'est sur la valorisation des produits, la qualité des produits, les produits iconiques, où là, on va avoir une meilleure restitution des GEO sur cette dimension-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de
voir en quoi le JO va parfois combler des perceptions manquantes des consommateurs, mais parfois, au contraire, induire une perception différente ou sous-évaluer ou sous-retranscrire certaines dimensions. La deuxième méthode, elle est plus ouverte. On est plus sur un entretien quali, on va dire quasiment d'un LLM comme on ferait avec un individu. Donc là, on va poser des questions sur les marques. Qu'est-ce que vous pensez de Ralph Lauren, des maisons, des marques LVMH et tout ça. Donc ensuite, on collecte comme on collecterait des verbatims, sauf que là, on a des volumes beaucoup plus importants. Et là, pareil, on va essayer de voir en miroir qu'est-ce qui différencie ce que les LLM disent de ce que les individus pensent, voilà, ou que la marque d'ailleurs a voulu installer. Donc là, on voit que sur cet exemple-là, alors sur tout ce qui est historique, héritage, historique de la marque, souvent les LLM sont très forts, très précis, ils viennent documenter les choses assez bien. Par contre, on va voir que sur tout ce qui est un peu intemporalité de la marque, là, on va être souvent en sous-représentation parce que les LLM auront tendance à accentuer le côté un peu actualisé de la marque, les événements, tout ce qui a fait le bad buzz de la marque. Ce qui donne une forme de fragilité souvent à la marque, c'est ce qu'on voit dans cet exemple, dont je ne citerai pas la marque, mais je suis sûr que vous l'aurez reconnu, évidemment. Et la dernière chose qu'on fait avec ce type d'approche, c'est avant de gagner complètement en souveraineté sémantique, t'en parlais Eric, déjà c'est de comprendre comment les LLM restituent la marque, et après c'est surtout de savoir par quelle source ces LLM vont restituer chacune de ces dimensions-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder pour chacune des dimensions, là on prend une marque absolute par exemple, c'est un vrai cas, alors il y a une dimension d'authenticité et d'élégance, mais qu'est-ce qui a été la source pour le LLM de restituer cette dimension-là? Et là c'est intéressant parce qu'on va commencer à aller travailler sur des pages Wikipédia ou parfois des pages de RP classiques, mais aussi parfois des choses un peu inattendues. On va voir qu'il y a des blogs qui nourrissent énormément ces LLM, donc ça va être intéressant pour chaque maison d'aller retravailler ou revoir un peu peut-être le champ sémantique qui est utilisé sur ces sources-là. Voilà, donc pour résumer, on s'intéresse à ces dimensions de résonance. Avant de gagner complètement en contrôle et en souveraineté, il faut faire un petit saut cognitif déjà de comprendre quelle est la restitution faite par ces LLM. Et enfin, peut-être progressivement de reprendre la main sur un champ sémantique qui va être retranscrit, on espère, de la façon la plus fidèle possible à l'intentionnalité de la maison. Voilà, merci. C'était 25 minutes de plongée dans le luxe supra IA, luxe insoumis IA, avec je trouve, 2 exemples extrêmement concrets. On a compris à travers le décryptage du stand LVMH comment ça marche, entre guillemets, la Quiet IA. Et moi, il y a un mot que je rejoins, c'est le côté miroir. Aujourd'hui, il y a une obsession pour les personas synthétiques, vous voyez ici. Donc, et on voit même chez Kering, par exemple, il y a un slide persona, là, on y va, et on y va à fond. C'est intéressant de dire que le miroir est indispensable, de toujours garder, en effet, en préambule du LLM, il y a une étude client, il y a du réel, il y a de l'humain. Et si je peux me permettre, mais 30 secondes, parce qu'en fait, ce que vous avez dit est très intéressant, et je pense qu'il y a quand même une vraie opportunité pour les marques de luxe aujourd'hui, avec ces LLM, et pour revenir au sujet sémantique. Toutes nos marques ont des histoires absolument incroyables. Un patrimoine fantastique, on existe depuis des années, des centaines d'années pour certaines, et donc il y a quand même un énorme patrimoine. Il y a aussi un patrimoine écrit qui est extrêmement important, et s'il y a un message peut-être à faire repasser, c'est que, et d'ailleurs c'est assez en écho au terme sémantique, il faut remettre en perspective la qualité de l'écrit, il faut redonner de la primauté à l'écrit. Plus on écrit des choses aujourd'hui sur les LLM, plus on écrit des choses qualitatives, plus on se réapproprie le patrimoine historique de nos maisons, on le fait ressortir, on le remet à disposition de ces LLM, plus on va gagner en force, plus on va gagner en qualité, plus on va gagner en écoute, et ça c'est très important. Et donc ça c'est vraiment aussi quelque chose, on a été dans on est beaucoup dans une culture d'image et de visuel, mais quelque part aujourd'hui ces LLM, ils redonnent une forme de primauté à l'écrit, à l'histoire, et il faut s'en saisir pleinement dans l'industrie du luxe. Et à l'hyperprécision, luxe expérientiel ne veut rien dire s'il n'y a pas un objectif, émotion ne veut rien dire si l'émotion n'est pas clairement définie et propriétaire. On se retrouve à 11h en signature. Merci beaucoup.